Séquence forte et attaque sur la santé mentale et physique de Donald Trump. Oui, intense le sprint final de l'élection américaine. On est à 3 semaines du grand jour. L'issue est plus indécise que jamais, ça on va le voir ensemble. Nous faisons le point sur cette course inédite et nous le faisons avec Nicole Bacharan, que je salue et que je remercie d'être là ce matin. Bonjour Nicole Bacharan. Merci beaucoup d'être avec nous. Historienne et politologue, spécialiste des États-Unis et auteur notamment de la plus résistante de toutes aux éditions Stock. Merci d'être là et nous sommes toujours avec Elisabeth Martichoux, avec Valérie Trierweiler et avec Dominique Seux. On va se poser cette question. Donald Trump peut-il gagner dans 3 semaines? Mais d'abord, revenons sur les 48 dernières heures de l'intensité de cette campagne. Regardez avec Emma Barry. Une réunion de campagne aux allures de festival de musique. Alors qu'il se livrait à un exercice de questions-réponses avec ses électeurs, Donald Trump interrompt la séance pour demander la playlist de ses chansons préférées. Allez, mettez YMCA, haut et fort, allez. Laissez-moi écouter cette chanson, s'il vous plaît. Fort. Cette scène insolite s'est déroulée lundi soir en Pennsylvanie. Depuis plusieurs jours, Kamala Harris remet en question la santé mentale de son rival. Donald Trump est de plus en plus instable et déséquilibré. Le milliardaire de 78 ans lui a répondu sur son réseau social pour comparer leur bilan de santé. Le rapport médical de Kamala est vraiment mauvais. Avec tous les problèmes qu'elle rencontre, la vraie question qui se pose, c'est de savoir si elle doit ou non se présenter à la présidentielle. Mon rapport est parfait, aucun problème. Ces attaques personnelles sur leurs aptitudes physiques surviennent moins de 3 semaines avant l'élection présidentielle et alors que les sondages sont toujours aussi serrés. Dans cette course à la Maison-Blanche, Kamala Harris et Donald Trump essayent donc tous deux d'élargir leur électorat. Aujourd'hui, le candidat républicain apparaîtra dans une émission dans laquelle il sera interrogé seulement par des femmes, tandis que la candidate démocrate donnera une interview aux médias conservateurs Fox News pour la première fois depuis le début de sa campagne. Nicole Bacharan, il faut qu'on s'arrête sur cette séquence quand même. Elle est incroyable. Il répond à quelques questions. Et là, il demande donc Donald Trump à mettre de la musique. Et il est resté 30 à 40 minutes à se balancer au rythme de cette musique. Il va bien, Donald Trump? Est-ce qu'il est effectivement permis de douter de son état d'une quelconque manière? En fait, je pense qu'il est égal à lui-même, réellement. Je ne pense pas que ça indique une dégradation immédiate. Il y a plusieurs choses dans ce moment. D'abord, il y a eu 2 personnes qui apparemment ont fait un malaise successivement et ça a interrompu le meeting puisqu'heureusement, on leur a porté secours. Et puis, tout d'un coup, il a dit, allez, en quelque sorte, on en a marre et faisons de la musique. Quand il est à Mar-a-Lago, vous savez qu'il est dans son immense club plaqué or, il ne dîne jamais seul ou en famille, je ne sais même pas qui est sa famille là-bas. Il dîne dans sa très grande salle à manger, qui est celle du club, et c'est lui qui dirige la playlist. Il a son téléphone. DJ Trump. Voilà, c'est DJ Trump, et il adore avoir ses vieilles chansons qui, d'après lui, créent une bonne ambiance. Moi, ce que je vois dans ce moment, c'est qu'il est tellement désinhibé et que quelque part peut-être il en a tellement assez de cette campagne que voilà, il se laisse aller et pire que ça, je crois pas que ça fera bouger les sondages ni pour ni contre d'un demi-point parce que tout le monde a tout vu, tout ce qu'on peut voir de Donald Trump. Donc même avec cette stratégie là, très affirmée de Kamala Harris, de dire que Donald Trump est inapte, instable, dérangé, et déjà ce week-end elle avait même demandé, ça c'est pour la partie mentale, hein, mais elle avait demandé son bilan médical. Elle l'accuse de dissimuler sa santé physique alors qu'elle publie son rapport en disant regardez, moi c'est béton. C'est une bonne carte à jouer, ça peut avoir la moindre incidence? Écoutez, c'est une carte à jouer, en tout cas surtout sur la santé physique, parce que il a quand même 78 ans. Et le fait qu'ils disent mon bilan est parfait, formidable, le meilleur possible, c'est juste grotesque. Tout le monde sait que bon, il est gros, disons-le, et il a du cholestérol, au minimum ça. Après, bon, s'il a des rhumatismes ou autre, ça n'empêche vraiment pas de gouverner le cas échéant. Sur la question de la santé mentale, je ne sais pas si ça peut aider Kamala Harris, parce que c'est vrai que lui, il la traite de folle, d'imbécile depuis le début, et les gens qui ne votent pas pour elle peuvent penser beaucoup de mal de sa politique, mais pas ni qu'elle est folle, ni stupide. Alors, est-ce qu'elle se met à son niveau à lui en disant il est de plus en plus dingue, en quelque sorte, et ça ne l'aidera pas, ou est-ce que
elle souligne ça pour des gens qui hésiteraient, mais qui hésitent encore? Ces fameux indécis, on les cherche. Bien sûr, on les cherche et on regarde les sondages et franchement, c'est très difficile d'y voir clair. Alors nous, on regarde souvent, vous le savez, la synthèse des sondages Real Clear Politics, qui permet de faire une moyenne de ce qui s'est dit ces derniers jours. Kamala Harris, elle est en tête de 1,8 points en nombre absolu d'intention de vote, on est précis. Mais seul compte, et ça on va revoir ensemble, les 7 États tangents où Donald Trump l'amène de 0,4 points. Il a repris le dessus. Il a repris le dessus depuis le 21 septembre, si on est précis là encore. On est dans une marge d'erreur. Donc c'est compliqué. Mais je lisais Nicole Bacheran qu'il était quand même dans une posture meilleure qu'en 2016 et en 2020, à ce moment-là de l'élection, sachant qu'il performe souvent au moment du scrutin. C'est quand même bon signe pour lui ? Oui, c'est plutôt bon signe pour lui. Alors vous le soulignez, Amélie, c'est vraiment dans la toute petite marge d'erreur. Donc il va encore se passer pas mal de choses d'ici le 5 novembre, mais sachant que des millions d'Américains ont déjà voté, continuent à voter, donc la campagne n'a plus d'impact sur eux, même si quand même le jour principal pour voter, ça reste ce fameux 5 novembre, où souvent les électeurs de Donald Trump ils vont davantage en se disant oh là 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 là, c'est serré, il faut qu'on se précipite. Mais enfin, ce qu'on constate, c'est que Donald Trump fait le plein, en gros, de son camp et que Kamala Harris, elle patine un petit peu. C'est vrai qu'elle a apporté de l'enthousiasme, elle remplaçait Joe Biden, il y avait de la jeunesse, de l'élan, de la joie de vivre. Et là, franchement, beaucoup de gens me disent, moi, bon, elle ne nous donne pas tellement de raisons de voter pour elle. On va revenir sur Kamala Harris parce que c'est un vrai sujet, en effet, peut-être à la fin d'une lune de miel. Mais sur Trump, certains parlent d'un moment Trump. Il se passerait quelque chose. Et c'est vrai qu'Axel Monnier aussi, depuis Washington, il nous dit attention, l'épaisseur du trait, la nuance, important, regardez. En fait, on est dans une situation assez inédite ici, avec deux candidats qui ont eu ce qu'on appelle en américain le momentum, ce terme que les Américains adorent, qui est emprunté au sport et qui parle d'une équipe ou d'un joueur en pleine réussite. Donald Trump a connu ça en juillet, juste après le débat raté de Joe Biden et juste après la tentative d'assassinat contre lui. À l'inverse, Kamala Harris a pu surfer sur cette vague depuis l'annonce de sa candidature jusqu'à la convention de démocrates. Et depuis, si on regarde bien les sondages, alors pas les uns après les autres, mais des moyennes de sondages qui semblent un peu plus parler, d'abord parce qu'il y a des instituts qui sont plutôt démocrates, d'autres plutôt républicains. Si on voit les moyennes, elles sont d'une stabilité absolument remarquable depuis à peu près fin août. On est avec un très léger avantage pour Kamala Harris au niveau national, mais dans la marge d'erreur, donc autant dire que ça ne compte pas. Et surtout, plus important, dans les 7 États clés, eh bien là aussi, aucun des deux candidats ne possède plus d'1,5 point d'avance sur l'autre. Autant vous dire que c'est un mouchoir de poche absolument partout. Une chose qu'il faut rappeler, Nicole Bacharan, c'est qu'on a commencé à voter en réalité aux États-Unis. Ça peut sembler fou, mais le vote par anticipation a débuté pour 47 États. Il y a 5 millions d'électeurs qui ont déjà voté visiblement sur les derniers chiffres. Et il y a notamment une participation importante en Géorgie, qui fait partie de ces 7 États importants. Oui. Est-ce qu'on a déjà du coup des enseignements à en tirer ? Mais l'enseignement à en tirer, c'est que la participation sera forte. Oui. Au-delà de ça, à quel camp ça profite ? Évidemment, on n'a aucun sondage de sortie des urnes parce que on ne les ouvre pas, qu'elles soient électroniques ou non, avant le soir du 5 novembre. Donc ça, et moi, voilà, j'ai de la famille, des amis, des collègues, à qui je parle beaucoup ces temps-ci, et je ressens deux choses, quel que soit le camp, à la fois une inquiétude, donc il faut aller voter, et une immense lassitude. Je parle à ma nièce qui habite à Denver, dans le Colorado, elle me dit oui, je vais voter, mais franchement, j'en peux plus, je reçois 30 textos par jour, des mails à n'en plus finir, je bloque tous les appels, j'ai plus que ça sur mon téléphone. Les électeurs américains, ils sont vraiment harcelés. Donc ils ont hâte que ça se termine. Et pour que ça se termine, d'ailleurs, pour eux, il y a un moyen, c'est d'aller voter plus tôt. Comme ça, bon. C'est réglé. Oui, Dominique Seux. Je vous vois même prendre des notes. Ah, non. Je voulais avoir une question. Quel est le rôle d'Elon Musk ? Parce qu'il est entré plus encore dans la campagne il y a 3 semaines maintenant. Oui. On le voit dans des meetings. On l'a vu même sautiller sur des scènes. Et donc, est-ce que c'est le self-made man, celui qui réussit, qui est à la fois peut-être un peu cinglé, mais qui a des coups de génie économique et scientifique? Est-ce que c'est lui qui impulse le suicide de Donald Trump? Le Financial Times sort ce matin qu'il lui a donné 75 millions de dollars
à la campagne de Trump. Est-ce qu'il a un rôle ou pas? Et pardon, on le voit sur les images là quand il est apparu flamboyant, sautillant, je ne sais pas comment le qualifier. Voilà, exactement, à un meeting de Trump, et c'est assez surréaliste son état d'exaltation. Dominique a raison, il est cinglé, mais c'est un homme de génie. On ne peut pas enlever ça. Il a découvert la politique, ça l'amuse énormément. Il s'est installé réellement en Pennsylvanie, donc l'État clé des États clés, celui dont chaque candidat a absolument besoin. Il dépense énormément d'argent et il organise la campagne Musk pour Trump, et je pense qu'il a marqué un point énorme, et Trump avec lui, avec ce retour de la fusée avant-hier qui est de SpaceX, qui est un exploit qui n'avait jamais existé et qui a été impeccable et qui donne l'image d'une Amérique gagnante, d'une Amérique qui va de l'avant. Et donc ça veut dire Elon Musk, l'homme qui a le plus de succès à l'échelle de la planète en matière d'affaires, justement, soutient Donald Trump, l'autre homme d'affaires, pour incarner une Amérique qui gagne. Je crois que ça peut jouer. Avec un sous-titre quand même, c'est que Elon Musk est très intéressé par les baisses d'impôts que promène Donald Trump. C'est pas totalement désintéressé. C'est jamais désintéressé. Moi, j'ai une question très basique. C'est est-ce que les Américains sont prêts à élire une femme? Il y avait eu une femme candidate dont tout le monde reconnaissait sa compétence, qui était Hillary Clinton, qui n'a pas franchi la dernière étape. Est-ce qu'ils sont prêts à voter pour une femme cette fois-ci? Mais je crois que vous mettez le doigt sur ce qui peut être peut-être fatal à Kamala Harris. On a beaucoup avancé depuis Hillary Clinton. Et puis, c'est pas le même personnage, c'est pas la même histoire. Mais néanmoins, il peut y avoir ce petit pourcentage qui n'a pas envie d'être gouverné par une femme. Et on voit que l'écart entre le vote prévu des hommes et les intentions de vote des femmes, c'est énorme la différence. Trump, il a 10 points d'avance chez les hommes et Kamala Harris a 13 points d'avance chez les femmes. Alors chez les femmes, il y a évidemment, comme tout le monde, la préoccupation de l'économie et de l'avortement. Chez les hommes, la préoccupation de l'avortement est forte pour beaucoup, mais pas pour tous. Et même dans les minorités afro-américaines, latino, l'économie vient d'abord. Et puis, je pense que, cette espèce de masculinité brutale, toxique, comme misogyne quand même, de Trump, Evans et Musk, c'est quelque chose que, ma foi, un certain nombre d'hommes américains ont envie de suivre. Je rebondis sur ce point. C'est les Échos, ces dernières heures, qui font un dossier sur le sujet, qui disent que jamais une campagne n'avait été aussi genrée, avec donc un fossé de 15 points entre les intentions de vote des hommes, majoritairement pro-Trump, et des femmes pro-Harris. D'ailleurs, il y a une grosse partie de la campagne qui vise à parler aux hommes. On parle même de campagne masculiniste pour Donald Trump, tandis que Kamala Harris, elle essayait aussi d'aller les voir en disant je suis là, je suis une femme, mais je peux avoir des voix. Et d'ailleurs, elle a gommé l'aspect, si ce n'est féministe, mais au moins l'aspect historique qu'il y aurait à élire la première femme présidente des États-Unis. Vous voyez, elle n'est jamais habillée en blanc, par exemple, qui est la couleur des suffragettes que portait très souvent Hillary Clinton. Le soir où elle a accepté l'investiture de son parti à la convention, elle était en bleu marine, tailleur pantalon, un peu le costume du commandant en chef. C'est une couleur aussi militaire. Elle insiste jamais sur le fait qu'elle est une femme ou une femme métisse, ça se voit, c'est une évidence. Mais c'est vrai que là, ces derniers jours, elle fait des interviews, des interventions dirigées vers les hommes, surtout les hommes noirs, qui ne sont pas tout à fait fidèles au poste en matière de crédit d'impôt, aide au logement, aide au démarrage d'entreprise. Elle cherche les voix. Elisabeth Martichoux. Alors, vous le dites très bien, elle a perdu son élan. Oui. Là, juste maintenant, il reste quelques semaines. Question, pardon, peut-être difficile, mais vous avez suivi toutes les campagnes, notamment celle de Clinton et de précisément Trump. Elle peut ou pas, par une présence beaucoup plus intense sur les médias, beaucoup plus de meetings, parce qu'il en fait beaucoup, lui, par rapport à elle. Je crois qu'il a peut-être un problème de santé mentale, mais pas de santé physique. Il se donne à fond, il a une énergie folle. Elle peut rattraper ou pas ? Je ne crois pas qu'elle puisse rattraper avec les meetings, car ne vont dans les meetings que les convaincus et ne sont retransmis à la télévision ou sur les réseaux sociaux
que les meetings où il se passe quelque chose de vraiment choquant, comme la petite danse de Donald Trump transformée en DJ. Par contre, les interviews dans des chaînes ou avec des intervieweurs inhabituels, des émissions inhabituelles pour elle, là, je crois qu'elle peut atteindre plus de monde. Elle le fait ? Et c'est ce qu'elle fait. Elle a prévu une interview avec Fox News, voilà, c'est ça, dans les prochaines heures. Elle va ça va parler être important. hors de son camp. Et ça, peut-être, ça peut marcher. Oui, Dominique Seux. Oui, non, ce qui est très frappant, c'est qu'on a l'impression que rien ne mord sur Donald Trump. Vous parliez de l'avortement, vous parliez des femmes il y a 10 secondes. Donald Trump a fait quand même à la fin d'un meeting une déclaration incroyable. Il a dit « Avec moi, je suis tellement maternant, fort, que les femmes n'auront plus envie d'avorter ». Il y aura plus d'avortement. Il a dit quand même un truc incroyable. C'est terrible. Voilà, il dit ça. Les migrants assoiffés de sang. Des migrants sont des criminels assoiffés de sang la semaine dernière. Et puis, le New York Times a sorti hier un papier absolument fascinant, reprenant les déclarations de la plupart des dirigeants du monde, soit dans les livres, dans des interviews, etc., sur Donald Trump. C'est effarant. En réalité, y compris d'ailleurs le dirigeant de la Corée du Nord qui dit il est un peu cinglé en parlant de Trump. Bon, j'utilise beaucoup le mot cinglé aujourd'hui d'ailleurs. Il faut qu'il fasse attention. Voilà, un expert. Et donc, en fait, que ce soit les confidences des chefs d'État du monde entier qui disent Trump, il est quand même pas très fiable, ou des déclarations sur les femmes et autres, rien ne mord. Et comment vous l'expliquez ça, Nicole Bachar ? C'est comme si les deux camps faisaient le plein, quoi qu'il arrive, et qu'au fond, il y a les passionnés d'un camp et de l'autre. Bon, disons que ça fait en gros 30% de républicains passionnés pour Trump, 30% de démocrates passionnés pour la cause, si ce n'est pour Kamala Harris. Et au milieu, vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas pris par la passion de la campagne. C'est vrai que quand on est reporter, c'est pas mon cas, mais quand on parle à des gens qui sont passionnés de politique, comme nous tous ici, qui prennent ça extrêmement à cœur. Mais vous avez des dizaines de millions d'Américains qui sont juste là de tout ça et qui, au dernier moment, se disent « Bon, je vais voter plutôt pour Trump », généralement en disant les salaires étaient meilleurs et les prix étaient plus bas. Et au fond, la santé mentale de Trump, c'est quelque chose qui leur échappe. Kamala Harris, elle essaie de mettre le poids du corps sur autre chose, parce qu'elle a touché ses limites, et vous l'avez déjà évoqué, sur la question des électeurs afro-américains. Et je dis qu'elle met le poids du corps, pas que de son corps, c'est Bill Clinton lui-même qui s'engage dans la campagne. Il était ces derniers jours en Géorgie pour essayer de parler à cet électorat. Il y a une tournée qui est prévue dans ce sens-là. Regardez, on le voit à l'image, il a 78 ans maintenant, l'ancien président américain. Il va aller dans plusieurs États du Sud. Il est plutôt populaire dans ces communautés-là. Là encore, vous dites, ça ne marchera pas. C'est fini. Le plafond de verre est atteint, quoi qu'il en soit. Si quelqu'un peut faire bouger un peu en Géorgie, en Caroline du Nord, ça peut être Bill Clinton. Plus que Barack Obama, bizarrement. Ah oui. Parce que Barack Obama, tout récemment, a fait un discours qui, à mon sens, est peut-être contre-productif pour expliquer aux hommes noirs qu'il fallait bien se conduire et que les femmes noires, elles étaient toujours là pour vous et que quand même, allez-y, quoi. Et il a ce côté, il est à la fois cool mais très professoral, alors que Bill Clinton, il est très aimé dans la communauté noire. Vous savez que Toni Morrison, la grande romancière, disait c'est notre premier président noir. Parce c'est un homme du Sud, il a cette affinité, il a ce langage, il a cette culture. Ah, Bill Clinton, moi j'y crois assez. Ah oui, j'allais poser la question, moi, sur le couple Obama. Donc, vous avez parlé de Barack Obama, mais qu'en est-il de Michelle Obama ? Est-ce qu'elle peut déplacer ? Est-ce qu'elle est suffisamment impliquée ? Je ne la trouve pas extrêmement impliquée. Oui, c'est ce qu'on a l'impression. Elle a été très forte à la Convention. Au-delà de ça, oui, elle fait campagne, mais pas tant que ça. Elle a suffisamment dit qu'elle ne veut supporter plus la politique. Elle a horreur de la politique. Oui, Dominique. Oui, une dernière question, je voudrais savoir. Vous avez encore du temps, hein, vous aurez peut-être d'autres questions à poser. Cette élection nous concerne vraiment plus que les autres. Oui. Évidemment, il y a l'Ukraine, évidemment, il y a le Proche-Orient, mais il y a un sujet qui est le climat. C'est vraiment dans les 10 ans qui viennent que ça se passe. Et donc, une présidence américaine, c'est 4 ans. On sait que Donald Trump est non pas peut-être climato-sceptique, mais enfin climato-indifférent. Est-ce que c'est un sujet qui a un tant soit peu été évoqué dans cette campagne ou rien, nada? Moi, je trouve que ça prend beaucoup trop peu de place, surtout dans le camp démocrate. Parce que s'il y a un sujet auquel les jeunes peuvent être sensibles, et sont sensibles d'ailleurs, c'est vraiment... Est-ce qu'ils le sont, le climat, oui. En Europe, ils le sont. Aux États-Unis,
Oui. Ils le sont, et particulièrement évidemment dans les régions qui se prennent de plein fouet les coulées de boue, les ouragans, les incendies, etc. Et c'est vrai que en dehors de toute politique, j'ai envie de dire, l'élection de Donald Trump serait une catastrophe pour le monde au niveau climatique, puisqu'il veut enlever toutes les régulations, toutes les incitations également à investir dans le renouvelable, dans le propre, et à tel point même que vous avez des grands pétroliers comme Exxon, Philippe 66, etc., qui appuient sur la pédale de frein en disant « Monsieur Trump, attention à supprimer toutes les subventions et aides mises en place par Joe Biden avec son Inflation Reduction Act, parce que nous, les pétroliers, on investit dans la suite, dans les technologies de pointe, pour justement capturer les gaz à effet de serre ou passer à des énergies propres. Et ces investissements-là, ils ont besoin de pas mal d'années encore de soutien avant que ça tourne. Donc le climat, c'est fondamental comme enjeu dans cette élection. Oui, mais lui, quand il s'est agi des ouragans ces derniers jours, Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas parlé de climat, effectivement, il a parlé de fake news. Surtout, il a dit que l'aide fédérale aux victimes des ouragans avait été détournée au bénéfice des migrants. Ce qui a donné lieu à cette réponse, surprenante à mon sens, mais vous le direz mieux que moi, j'en doute pas dans quelques instants, de Joe Biden, dans une sortie qu'on lui connaît quand même rarement. Regardez. Kamala a été tellement meilleure que Trump lors du débat qu'il a une peur bleue de se faire battre à nouveau. C'est un fait. C'est un dur à cuire, c'est ça ? Un dur à cuire ? Parce qu'il sait qu'il perdrait à nouveau. C'est un fait. C'est un loser. Ce n'est pas cette déclaration, puisque si vous attendiez, moi j'avais fait roulement de tambour, regardez, c'est complètement fou. En fait, c'est la déclaration où il dit il n'a pas autre chose à faire de sa vie, ce gars-là, en parlant de Donald Trump, et puis il s'en va de manière un peu royale, comme ça, dans une familiarité un peu inhabituelle, mais il a touché là un point juste. Oui, et puis c'est vrai que Donald Trump l'exaspère à un point inimaginable. Enfin, ces deux hommes se haïssent. Quand ils ont été en débat en 2020, il lui a dit en gros ferme ta gueule. Donc on en est là. C'est vraiment ils ne peuvent pas se supporter. Mais c'est vrai que sur la question des ouragans, c'est dramatique parce que le rôle des fake news et qui ont été colportés par Trump, mais encore de manière beaucoup plus extravagante par d'autres républicains sur le fait que les ouragans sont fabriqués par les démocrates, j'imagine, pour frapper la Floride qui va voter républicain. C'est extrêmement grave. Et on est là dans un domaine où il ne faut pas exclure le rôle d'une puissance étrangère qui est la Russie. L'ingérence. Qui répand des flots de fake news. On arrive à mesurer, on parle beaucoup de cette ingérence depuis des mois maintenant. Elle se confirme, on la voit, on la constate. Elle est d'une ampleur inédite, plus que 2016, plus que tout ce qu'on a connu auparavant. Plus que 2016, plus que 2020. Et aujourd'hui, c'est énorme. Et ça joue beaucoup sur attiser les peurs. Attiser les peurs et miner la confiance. Et ça marche, parce qu'il n'y a pas que les républicains, certains d'ailleurs gobent, si j'ose dire, cette propagande étrangère, mais je vois se répandre, y compris en Europe d'ailleurs, des tas de débats sur la fiabilité des élections américaines. Et ça porte, d'une manière qui semble tout à fait raisonnable, sur l'aspect folklorique de ces élections. C'est pas pareil dans deux circonscriptions, il y en a 10 000 circonscriptions, et là on fait comme ci, et là on fait comme ça. Et partout, vous avez des gens qui dissertent doctement sur le fait qu'il y a énormément de possibilités ou de triche ou d'erreur. Sauf que c'est pas vrai. Sauf que depuis, moi je peux penser à 2 élections dans le passé dont on peut se dire c'était un peu suspect, une au 19e siècle, une en 1960 avec John Kennedy, mais on n'imagine pas à quel point les officiels et les volontaires qui sont dans les bureaux de vote, qui travaillent, qui gèrent tout ça, sont scrupuleux, sont patriotes, ont à cœur de vraiment recueillir la volonté de l'électeur. Et quand, en 2020, on s'en souvient, Donald Trump a contesté l'élection, il y a eu des dizaines de procès et des dizaines d'enquêtes qui toutes ont conclu non. Il n'y a pas eu de triche. Et la Russie, dont des centaines de millions de messages, pousse cette idée, on triche dans les élections américaines.
Elisabeth Ce Martichoux. que vous nous dites est assez rassurant sur la démocratie. Mais par ailleurs, une question plus anecdotique, The Apprentice, c'est un film qui est sorti et qui relate les années de formation de Trump aux côtés d'un avocat machiavélique qui l'initiait à la corruption, aux affaires, mais au sens le plus nauséeux du terme. Ça peut avoir le moindre impact? Je pense encore une fois, ça prêche les convaincus. C'est assez distrayant, il faut bien le reconnaître, et c'est assez véridique, puisque Roy Cohn, le fameux avocat, qui était de l'avocat de la commission McCarthy, donc de la chasse aux sorcières, et l'avocat de la mafia, était une véritable terreur dans les prétoires. Et c'est lui qui a appris à Trump, si on t'attaque, tu attaques 2 fois plus fort. Si on t'accuse de quelque chose qui est vrai, tu mens, tu remens, et à force de mentir, ça devient vrai. Si on te réclame $100 d'indemnité, toi tu en demandes 1 million, et tu continues à taper. Et c'est vrai que c'est la méthode Trump, que d'une certaine manière ça lui a servi. Regardons où il est. Et Cohn a mis également l'accent sur la nécessité de la loyauté. Et Donald Trump, c'est vraiment son motto. Les gens sont loyaux ou déloyaux, comme au parrain de la mafia, sauf que lui, vis-à-vis de Roy Cohn, qui est mort du sida, il a totalement... On pose la question ce matin, Trump va-t-il gagner? Mais que se passera-t-il s'il perd? Je voudrais qu'on vienne, et ce sera la dernière question, sur cette déclaration de ces derniers jours. Je pense que ce sont les gens de l'intérieur. Nous avons des gens mauvais, des malades, des fous d'extrême gauche. Il serait facile de les contrôler si nécessaire par la garde nationale ou si vraiment nécessaire par l'armée. Beaucoup disent si Trump gagne, c'est terrible. Si Trump perd, alors là, il en appelle à l'armée. Oui, deux choses. Si Trump perd, il ne l'acceptera pas. Donc ça commencera devant les tribunaux. Il y a déjà plus d'une centaine de recours qui sont posés pour contester la manière dont sont gérés les bureaux, établis les listes électorales, etc. Après, il a vraiment ouvert la boîte de Pandore de la violence comme un recours qui peut être utile, sans nier le fait que ça l'a ouvert des 2 côtés. Parce que c'est quand même lui qui a été victime de tentatives d'assassinat. Donc, s'il ne gagne pas nettement cette élection, ou s'il la perd de pas grand-chose, ce qui paraît... Si le cas d'une défaite possible, ce sera toujours à pas grand-chose. Il va le contester, ça va être long, ça va être compliqué. Mais il n'a pas l'armée derrière lui. Ça, c'est une certitude. Il y a 2 choses qui peuvent intervenir. Le général Milley, qui était le chef de l'état-major interarmé, donc le sommet de la hiérarchie militaire, qui a travaillé avec Trump, a récemment dit que Trump est un authentique fasciste. Vraiment. Et je ne pense pas qu'on ait affaire à un démocrate échevelé. Mais l'armée ne le suivra pas. Et puis vous avez des dizaines de millions d'Américains qui ne sont, ceux dont je parlais à un moment, qui ne sont pas des passionnés de politique, qui vivront avec leurs voisins qui les votaient Trump ou Harris, et eux qui sont comme un édredon un peu dans cette folie électorale. Mais vous avez des franges qui voudront en découdre. On n'aura pas la guerre civile, mais on peut avoir des violences. Merci beaucoup, Nicole Bacharan.